Dimanche 29 septembre 2024, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, c'est l'heure de votre journal. Le Premier ministre rassure les populations du Bassa-Sandra du développement continu de leur district sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. C'était hier samedi à San Pedro à l'occasion de la cérémonie d'hommage des populations du district autonome du Bassa-Sandra au chef de l'État. La plateforme ivoirienne pour le cacao durable était récemment face aux journalistes pour exprimer leurs attentes. L'attente donc des producteurs, notamment relativement à la rémunération des producteurs de cacao, souhaitant que le prochain prix marchand du kilogramme de cacao soit fixé entre 2016 francs et 2352 francs CFA. C'est à suivre dans quelques petites minutes. Les Autrichiens se rendent aux urnes pour les législatives incertaines et pour lesquelles l'extrême droite du FPO est donnée favorite par les sondages, mais une coalition de gouvernement sera forcément nécessaire avec le mode de scrutin à la proportionnelle intégrale. On en parle dans une demi-heure environ. Les journées du droit d'accès à l'information publique Abidjan 2024 ont démarré depuis le 26 septembre dernier. C'est une plateforme de partage d'expériences sur les enjeux liés à l'accès à l'information publique en Côte d'Ivoire. Un événement donc pour échanger autour de la gouvernance de l'information et de la transparence dans les services publics. Cette première édition vise ces journées donc à institutionnaliser ces journées et qui deviendront par la suite un rendez-vous annuel. C'est en tout cas le vœu cher à Anne-Marie Conan-Payne, la présidente de la KIDP, la Commission d'accès à l'information, d'intérêt public et aux documents publics. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, dites-nous d'entrée de jeu, Madame la Présidente, y a-t-il des avancées dans l'accès à l'information en Côte d'Ivoire? Bien sûr, cette loi a été prise depuis le 13 décembre 2013. À la création de la KIDP. Et la création de la KIDP en 2014. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup d'avancées, mais comme toute chose, à un moment donné, il faut faire un point et voir comment on prend en compte toutes les évolutions, parce que nous vivons dans un monde global aujourd'hui, surtout lorsqu'on parle d'information, avec l'évolution des technologies. Donc, ces journées-là vont nous permettre, nous ont déjà permis, puisque c'est depuis le 26 que ces journées ont démarré, nous ont permis d'échanger avec toutes les parties prenantes, parce que le droit d'accès à l'information ne va pas de soi. Derrière, c'est vraiment des liens pour pouvoir le rendre effectif. Alors, les avancées dont vous parlez, vous allez nous en donner quelques-unes tout à l'heure, dans 30 minutes. Vous allez nous parler également des défis, des perspectives, et tout ce qui a été débattu, tout ce dont vous avez parlé donc, pendant ces journées. Avec plaisir. À tout à l'heure. Merci. Dans 30 minutes, Madame la Présidente. Hier samedi, je vous le disais en titre, les populations du Bassa-Sandra ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Ensemble, elles ont tenu à dire merci au chef de l'État pour l'ensemble des actions de développement initiées dans le district. Le Premier ministre présent à la cérémonie d'hommage rassure quant à la poursuite des actions du gouvernement, aussi bien dans ce district que partout en Côte d'Ivoire. Boclé, Nawa et San Pedro, ces trois régions reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara pour le développement impulsé au district autonome du Bassa-Sandra. Élus et cadres le disent au chef de gouvernement et à ses collaborateurs, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, image de cette métamorphose à l'appui. Route, santé, éducation, électricité, eau potable, agriculture, agro-industrie, port, bref, 1606 milliards de francs CFA investis dans le développement du Bassa-Sandra par le chef de l'État et pour les populations. Pas de changement, le président Alassane Ouattara reste. Il a fait du travail et il continue de faire ce travail. Ce travail n'est pas encore achevé. Où il s'en va? Il s'en va où? Nous attendons, disez pas qu'il disait pas. Il s'en va où? Monsieur le Premier ministre, allez lui donner cette information. Que nous lui disons que l'information est qu'il est candidat. Peut-être ne le sait pas, mais nous on le sait, il est candidat.
En saluant ce soutien au chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Défense, souligne le vivre ensemble qui prévaut dans le Bassa-Sandra et qui cadre avec la vision du président Alassane Ouattara. Le bond prodigieux fait par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines repose sur le leadership du président Alassane Ouattara, ce qui émerveille le monde et doit être un motif de fierté pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Oui, population du district de Bassa-Sandra, vous êtes des modèles du vivre ensemble à travers des relations intercommunautaires exemplaires. Je vous en félicite. Quand vient son tour de parole, le chef de gouvernement engage un entretien direct avec le public pour jauger de lui-même l'impact des réalisations du président de la République sur les populations. Puis, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rassure quant à la poursuite de cette dynamique par le président Alassane Ouattara. Le président est très fier de ce grand district. C'est le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Il a commencé un travail. Il va l'amplifier et cette région va étonner la Côte d'Ivoire entière parce qu'il y a beaucoup de richesses ici et il n'y a que le président Alassane Ouattara, un homme d'expérience, un homme de méthode, un homme de décision, un homme de vision qui va propulser davantage cette région. C'est la place Rotary de San Pedro qui a abrité la cérémonie d'hommage du district autonome du Bassa-Sandra au président de la République. Un reportage de Leandro Kwame et Ulrich Adangon. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de cacao. C'est logique et c'est la problématique centrale des journées nationales du cacao et du chocolat qui ont démarré ce week-end à Abidjan. Et avant le début de ces journées, les producteurs ont fait part de leurs attentes. Face aux journalistes, ils ont exprimé leur souhait de voir le prochain prix marchand du kilogramme de cacao fixé entre 2016 francs et 2352 francs. Reportage Jean-Luc Bangbo. Le choix de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable de tenir cette conférence à la veille de l'ouverture de l'édition 2024 des Journées nationales du cacao et du chocolat n'est pas fortuit. Le prix marchand du kilogramme de cacao pour la prochaine campagne sera fixé au thème de cet événement dans quelques heures. Et les membres de cette organisation souhaitent la prise en compte de leurs observations afin d'aboutir à un prix plus rémunérateur pour les producteurs de cacao. Sur la base de nos données de suivi du système de commercialisation basé sur la vente par anticipation et de l'engagement politique clair des autorités, les sociétés coopératives et les associations membres de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable s'attendent à un prix minimum marchand compris entre 2016 francs CFA et 2352 francs CFA le kilogramme de cacao pour la campagne principale 2024-2025. La plateforme souhaite également la révision du mécanisme de fixation du prix minimum marchand et l'engagement du gouvernement de fixer ce prix à 60% du prix CAF. La PICD recommande que le taux soit fixé à au moins 70%, comme cela est déjà le cas au Ghana voisin depuis plusieurs années maintenant. Cela aurait un impact certain sur le pouvoir d'achat des productrices et producteurs et contribuer ainsi à réduire la pauvreté des productrices et producteurs, un objectif majeur du gouvernement. La plateforme ivoirienne pour le cacao durable est un réseau comprenant une cinquantaine d'organisations de productrices et de producteurs de cacao et une vingtaine d'ONG à but non lucratif. Elle souhaite contribuer à l'élimination de la précarité dans le milieu des producteurs de cacao. La Côte d'Ivoire se prépare au mieux au financement des activités de développement de son économie bleue. À l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, 3 documents viennent d'être validés dans le cadre d'un atelier à Grand-Bassam en présence des experts de la FAO. Ce sont un cadre stratégique unifié de l'économie bleue, les projets de plan national d'investissement et le programme de développement de l'économie bleue. Depuis Grand-Bassam, le compte-rendu de Dangui Dangui. Le potentiel océanique, côtier et des eaux intérieures de la Côte d'Ivoire est largement sous-exploité de l'avis de nombreux experts, alors même que, selon eux, une exploitation optimale de ce potentiel, plus connu sous le nom d'économie bleue, peut être
un levier de la transformation de l'économie nationale et de la diversité des piliers de la croissance, avec à la clé la création de richesses et d'emplois. Le gouvernement semble l'avoir bien compris en mettant en place un cadre de réforme et d'investissement pour capitaliser ses ressources en économie bleue avec le soutien de la BAD et de la FAO. Les plans d'eau sont des ressources importantes en termes d'économie locale et d'économie nationale. Et c'est justement pour cette raison que la Côte d'Ivoire veut les valoriser davantage en faisant en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre le développement économique et la santé de ces environnements-là. Le problème réside donc dans la coordination des différentes actions en faveur de l'exploitation de ces ressources-là. Et c'est d'ailleurs ce problème-là que l'atelier que nous venons d'organiser va chercher donc à trouver des solutions. En vue de préparer le financement des activités de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire, cet atelier, initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques, a validé 3 documents, à savoir le cadre stratégique unifié pour l'économie bleue, les projets de plan national d'investissement et le programme de développement de l'économie bleue. Cadre de la phase de diagnostic de son projet d'appui à l'amélioration de la gestion des finances publiques des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire, Expertise France forme les maires et les acteurs locaux sur les principes à appliquer pour réussir la budgétisation sensible au genre dans leur commune. Un atelier de 72 heures pour leur permettre de mieux comprendre l'intégration de la dimension genre dans leur stratégie budgétaire. On voit cela avec Constant Kokora et David Soyo. Appliquer les principes de la budgétisation sensible au genre dans le cycle budgétaire des villes et communes de Côte d'Ivoire, c'est l'objectif principal de l'atelier de formation réunissant acteurs, élus locaux, membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Il s'agit de leur donner des outils nécessaires pour mieux comprendre et intégrer la question dans leur plan d'action stratégique. L'UVICOSI mène une politique du genre qui est déjà inscrite dans son agenda. Pas seulement la budgétisation, mais oui, éviter même l'inclusion. S'inscrivant dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la gestion des finances publiques des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire, cette phase de diagnostic va aider les communes à définir et mettre en œuvre des politiques locales sensibles au genre. Qui dit politique locale sensible au genre dit amélioration de l'accès aux services essentiels par les femmes. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les communes à une meilleure prise en compte des enjeux de l'égalité femmes-hommes en Côte d'Ivoire. Inscrite comme priorité du schéma directeur de la réforme des finances publiques 2022-2024, la budgétisation sensible au genre est aussi mentionnée dans le plan d'action 2021 du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'objectif véritable, c'est de pouvoir prendre en compte tous les besoins sexuels spécifiques des femmes et des hommes dans l'élaboration de nos budgets. Financée par le Trésor public français et mise en œuvre par Expertise France Côte d'Ivoire, cette formation vise à systématiser la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. On en vient maintenant à cette vaste campagne de sensibilisation sur la procédure des faits d'état civil, campagne lancée par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. L'objectif, c'est de mieux informer les populations sur les faits d'état civil, mais aussi de clarifier les démarches de régularisation et leur expliquer les mécanismes de saisine. Sarah Tiemene et Walter Amado Ouattara ont assisté à l'étape de sensibilisation de Koumassi dans le sud d'Abidjan. Chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu. Cette affirmation, issue de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, constitue un fondement essentiel sur lequel repose l'action du Conseil national des droits de l'homme. Elle consiste à leur expliquer les procédures nécessaires pour enregistrer les naissances, les décès, les mariages et les migrations. Le CNDH se rapproche des populations et va vers les populations qui ont vraiment besoin d'être sensibilisées. C'est la raison pour laquelle nous sommes à Koumassi promptement. Pour renforcer ce dispositif, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a déployé près de 7000 affiches et dépliants.
Je suis très contente parce que c'est nous les femmes qui donnons naissance aux enfants. Aujourd'hui, ça nous facilite d'aller à la mairie, à la justice pour régler nos problèmes. Toutes les populations ne savent pas qu'il faut faire des déclarations de naissance et que cette déclaration de naissance est assortie d'un délai. Et c'est pour cette raison que lorsque le CNDH nous a dit qu'ils avaient une activité relative à la sensibilisation sur les faits d'état civil, nous nous sommes dit qu'il fallait les accompagner. Au cœur de la démarche se trouve l'engagement de l'État à garantir l'égalité des chances en luttant contre les inégalités et les vulnérabilités sociales qui touchent particulièrement les femmes et les enfants. C'est parti pour l'hackathon lié au CIREX, le Salon international des ressources extractives et énergétiques. Pour cette édition 2024, il s'agit de concevoir des solutions innovantes, des solutions fiables alignées sur les besoins du marché. Et donc, les étudiants, les startups et les entreprises seront en compétition pour proposer des solutions durables aux défis majeurs de ces industries stratégiques pour la Côte d'Ivoire. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cet hackathon, lancé le 20 septembre à Abidjan, est un concours qui vise à stimuler les solutions digitales innovantes et durables dans les secteurs de l'énergie, des mines et des hydrocarbures. Une initiative du Commissariat général du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX, prévue du 27 novembre au 2 décembre 2024 dans la capitale économique ivoirienne. Nous savons que ces trois secteurs ont des synergies, ont des complémentarités en termes de contenu local, en termes de problèmes de financement, en termes d'innovation NTIC. Et donc, le fait de les mettre ensemble, de trouver des solutions, et justement ce concours est le nœud de cette innovation. Le hackathon CIREX 2024 met en compétition étudiants, entreprises et start-up sans distinction de nationalité. 9 projets seront sélectionnés pour la grande finale lors du salon, dont 3 projets par secteur, notamment les mines, les hydrocarbures et l'énergie. Nous voulons que ce soit surtout des Africains, des Ivoiriens, pourquoi pas, qui nous proposent des solutions. Mais bien sûr, le concours il est ouvert à l'international. Les lauréats recevront des prix allant de 1 million à 10 millions de francs CFA. Les candidatures sont attendues jusqu'au 22 octobre 2024. On prend soin de notre cœur. Cela passe par pratiquer une activité physique. Notre cœur est un muscle. Plus il est entraîné, mieux il fonctionne. Et bien manger, une alimentation équilibrée contribue à diminuer le mauvais cholestérol et à prévenir le diabète. Nous sommes le 29 septembre et c'est la journée mondiale du cœur. Elle vise à mieux faire connaître au grand public les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires et ainsi favoriser leur prévention. C'est dans la commune de Songon que la Côte d'Ivoire a commémoré la journée. Sensibiliser et mettre en lumière l'urgence de la lutte contre les maladies cardiovasculaires, toute une vision autour de laquelle sera célébrée les journées mondiales le 29 septembre autour du thème des environnements sains pour notre cœur. Cette manifestation vise à attirer l'attention de nos concitoyens sur l'ampleur des dégâts causés au sein de nos populations et dans le monde entier du fait des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi les organisations non gouvernementales que nous représentons se sont résolument engagées aux côtés du gouvernement. La Côte d'Ivoire s'est engagée depuis quelques années dans cette lutte à travers le programme national contre les maladies métaboliques, un programme qui mène des activités de sensibilisation, de dépistage et même des conférences publiques. Chaque année, le ministère de la Santé se joint à l'Organisation mondiale de la santé, à la Société ivoirienne de cardiologie, aux partenaires et ONG et associations de lutte contre les maladies du cœur pour commémorer cet événement enrichi de prestations permettant d'adopter des modes de vie sains pour le cœur. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, on dénombre environ 19 millions de décès dans le monde imputables aux maladies cardiovasculaires. En Côte d'Ivoire, 11% de ces décès, selon la même source, sont dus aux maladies du cœur. Les experts recommandent alors une alimentation saine et la pratique régulière et quotidienne du sport.
C'était un reportage de Constant Kokora, Franck Quadio et Sylvestre Nguessan. Allons-y maintenant à Alepé, à quelques 45 km au nord-est d'Abidjan. Nos reporters, Serge Pacom Didi et Sephora Zegui, qui en viennent, ont pu assister à la remise officielle des clés de l'école primaire publique Memni 3. L'établissement n'est pas neuf, mais c'est aujourd'hui tout comme. Il vient d'être entièrement rénové par l'association Veleux. L'école primaire publique Memni 3, remise à neuf par l'association Veleux Organisation. C'est donc dans un cadre rénové et propice à l'étude que s'effectue la rentrée des classes 2024. Après quelques semaines de travaux, l'association Veleux Organisation remet officiellement les clés de cette école située à Memni, une localité du département d'Alepé. Avoir des enfants dans de bonnes conditions, pour nous aussi, c'est sacré. Nous avons rénové 2 bâtiments, ces bâtiments qui comptent 6 classes. Nous avons apporté quelques fournitures pour aider les enfants qui en ont besoin. Les murs chancelants qui risquaient de s'effondrer à tout moment renforcés, les escaliers inexistants ajoutés, le bureau du directeur de l'établissement dans un état de délabrement avancé est également rénové. Les murs défraîchis de l'établissement ont fière allure et pour couronner le tout, l'établissement est désormais doté de latrines. Une cérémonie festive et empreinte d'une grande reconnaissance exprimée par les autorités administratives, l'inspection de l'enseignement primaire d'Alepé et les chefs coutumiers. Merci pour cette œuvre que vous nous remettez, qui répond déjà à nos attentes. Quand l'établissement est offert à la communauté, il lui revient aide de l'entretenir. Nous manifestons toute notre reconnaissance pour tous ces actes posés à l'endroit des enfants. Nous garderons à jamais en nous l'image de notre bienfaiteur qui inscrit ainsi son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire du village. Ce geste de Veleux Organisation vient donc soulager les populations de Memni qui promettent aux donateurs d'en prendre soin. Kwadiokro, c'est la dernière étape de la caravane de la paix. Nous sommes dans la sous-préfecture de Dogbo à San Pedro et sur place, les habitants du village sont sensibilisés à la cohésion et au vivre ensemble. On en sait plus avec Anjago et Abdoulaye Koné. La paix et la cohésion célébrées à Dogbo dans un département de San Pedro. Les villages de la localité ont vu passer la caravane de sensibilisation du vivre ensemble. Ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital ici, il y a les enfants. Ici, il y a aussi un malade là, vraiment, c'est grave pour nous. Donc, on a besoin de tout ça là qu'on n'a qu'à faire pour nous. Un message bien perçu par la jeunesse qui dit s'inscrire dans cette dynamique. Tout le monde s'attend bien, on vit à l'harmonie, à la paix, il n'y a rien de grave ici, on s'attend bien. Chaque année, ce monsieur André Paul organise ce genre de trucs pour nous encourager, pour la cohésion de tout le monde. Une initiative à mettre à l'actif de cet agent à la mairie de Grand Bérébi qui s'est érigé en apôtre de la paix. J'ai accepté de parrainer cette jeunesse, de les accompagner, d'essayer de leur donner un peu de conseils aussi, parce qu'à travers le sport aussi, on fait passer beaucoup de messages. Le sport est facteur de rassemblement. Il est de notre intérêt, à chaque fois que les jeunes se réunissent, d'être à leur côté pour leur passer le message de cohésion, de vivre ensemble, le message de paix, sans lequel aucun développement n'est possible. L'apothéose de cette caravane de sensibilisation s'est tenue dans le village de Kwadiokro, autour d'un tournoi de football. La rencontre a vu la victoire du FC Kwadiokro sur l'équipe des Étalons. La CEI, la commission électorale indépendante, porte à la connaissance des électeurs, des potentiels électeurs, de la communauté nationale, des partis ou groupements politiques et des organisations professionnelles des médias, des organisations de la société civile, ainsi que de la communauté internationale que par décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement a fixé la période et les modalités de révision de la liste électorale 2024-2025. La période de recensement électoral
électorale est donc fixée au 19 octobre, du 19 octobre au 10 novembre 2024. La commission électorale indépendante invite par conséquent les partis ou groupements politiques, les organisations professionnelles, des médias et les organisations de la société civile à une réunion d'information et d'échange sur le mode opératoire le mercredi 2 octobre 2024 à l'espace Latry Events à 10 heures précises. Au regard de l'importance de cette rencontre, chaque entité est priée de se faire représenter par 2 personnes. Nota bene, le présent communiqué tient lieu d'invitation et pour toute information complémentaire, prière de joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90, 27 22 40 09 90. La FIDE Accordance, réunie en assemblée ordinaire, fait son bilan après 4 ans d'existence. FIDE Accordance, c'est la Fédération ivoirienne de danse qui s'est donné pour mission de professionnaliser le secteur et améliorer les conditions de vie et de travail de ses membres. L'assemblée ordinaire a permis de dégager les défis et les perspectives. Le point avec Astou Touré. La Fédération ivoirienne de danse FIDE Accordance fait son bilan à mi-parcours après 4 années d'existence. Un bilan jugé positif eu égard aux nombreux partenaires nationaux et internationaux et autres actions de formation et coaching menées pour le renforcement des conditions de vie, de travail des danseurs de Côte d'Ivoire. La promotion et la dynamisation du secteur à travers des projets innovants. C'était également l'occasion de faire un bilan des projets, le point des défis à relever et les perspectives à scruter. Depuis 3 ans, on est déjà à plus de 42 compagnies qui ont été programmées en 4 ans. Le défi majeur pour nous, c'est que les danseurs ivoiriens se sentent à l'aise au pays. Parce que depuis près de 10 ans, il y avait beaucoup de fuites. Et tous les jeunes qu'on a cités là dans le bilan, près d'une quinzaine de jeunes qui voient aujourd'hui, qui se sentent à l'aise vraiment de revenir au pays parce qu'ils ont des contrats assez convenables. À cette assemblée, le ministère de la Culture et les partenaires ont renouvelé leur engagement à œuvrer sans cesse auprès de la FIDE Accordance. Elle regroupe tous les danseurs de Côte d'Ivoire, toutes disciplines confondues. Sur le Massa, ils ont intervenu sur la dernière édition, mais on peut dire qu'ils ont donné l'énergie du Massa 2024 a été donnée par la Fédération Accordance. Donc nous continuons. Nous avons envie de continuer parce que c'est une très très belle organisation. Cette rencontre qui se situe dans le cadre des tenues de la 3e Assemblée générale ordinaire de la Fédération a permis de tisser des liens. Cette initiative nous a permis de nous mettre ensemble. Il y a des grandes avancées pour la danse par rapport à avant. Parce que maintenant les danseurs sont organisés, ils ont des espaces pour faire des spectacles, ils ont des espaces pour montrer au monde entier ce qu'ils sont capables de faire. Et à travers ça, ils ont des contrats avec d'autres pays, avec d'autres institutions et c'est une bonne aubaine pour les danseurs. Rappelons que les projets phares de la Fédération ivoirienne de danse sont entre autres le SOCA et la Biennale. Une remise symbolique des cartes accompagnées de dossiers d'assurance a été faite aux danseurs. Dans ce journal et on part dans le Folon, district autonome du Denguélé pour le Maolid, édition 2024, célébré mi-septembre, un événement religieux d'importance qui fait la promotion des valeurs d'union, de paix, de cohésion sociale. Jean-Marc Djadji, de retour du Denguélé. La fête du Maolid a été célébrée dans le Denguélé en présence du ministre-gouverneur Gaoussou Touré. Ces festivités ont mis en lumière l'importance des relations entre les autorités et les communautés religieuses. Les imams, au cours de cette célébration, ont adressé des prières à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Sur 2 jours, le ministre Gaoussou Touré a sillonné les villes de Kémirela-Sud, Samatigila, Kelenjan, Tiémé, occasion pour lui de prodiguer des conseils aux jeunes, insistant sur l'importance de rester prudent dans un monde numérique en constante évolution. Que chacun parle à son enfant pour que ces enfants-là arrêtent et qu'ils nous rejoignent pour le développement. Parce qu'aujourd'hui, tous les instruments sont là. Le président a donné 1,1 milliard pour qu'on puisse aider les jeunes gens pour qu'ils puissent entreprendre des activités génératrices de revenus. Je souhaite et je prie que tous nos enfants comprennent ce message et que ce n'est pas en dormant qu'effectivement ils peuvent avoir quelque chose. Au terme de cette cérémonie, Cheikh El Hadj Maché Bouaké Samassi, porte-parole des imams, a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État
pour les projets de développement réalisés dans la région du Denguélé. Et il y a aussi du foot dans ce 13h. La 15e édition du tournoi Dominique Ouattara au stade Léon Robert de Mans a mis en compétition une bonne douzaine d'équipes de jeunes de moins de 15 ans. La grande finale du samedi a opposé les équipes du quartier Dioulabougou et du CAFOP. Et c'est l'équipe du CAFOP qui a remporté le match. Christ-Ephraim Diomondé, Didier Nguessan, reportage. Finale du tournoi Dominique Ouattara dans la région du Tongpi avec les moins de 15 ans. Elle oppose le FC Renaissance du CAFOP à Soufa FC de Dioulabougou au stade Léon Robert. Vu la mobilisation, la population est massivement sortie et aujourd'hui nous avons assisté à une très belle rencontre. Nous tenons à dire un grand merci à la première dame pour tout ce qu'elle fait pour la population en général, mais surtout pour nos enfants. Le parrain de cette rencontre, Albert Mabri-Touakeus, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à la première dame pour la chance qu'elle donne à ces jeunes. Ce soir, au niveau de Mans, nous avons vu le potentiel que notre région a, que la ville de Mans a. Les enfants se sont bien comportés, on a vu des talents et nous allons faire en sorte de renforcer cela, de mieux préparer le tournoi l'année prochaine. J'ai dit que nous allons organiser de février à mai un tournoi des centres de formation de la région et ensuite les 8 meilleurs vont jouer donc la Coupe Dominique Ouattara pour la prochaine édition. Merci grandement à la première dame, bravo au comité d'organisation. Le tournoi Dominique Ouattara, remporté par l'équipe de Renaissance du CAFOP, est à sa 15e édition. Et je vous le disais en titre, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 29 septembre en Autriche pour les législatives qui pourraient marquer une victoire historique de l'extrême droite en tête dans les sondages devant les conservateurs. Les Autrichiens se rendent donc aux urnes pour des législatives incertaines, mais une coalition de gouvernement sera forcément nécessaire avec le mode de scrutin à la proportionnelle intégrale. Le FPO a déjà pris part à plusieurs gouvernements dans le pays alpin, mais il n'a encore jamais fini en tête d'un scrutin national. Allons-y maintenant pour le magazine du dimanche. Notre invitée est en place, elle nous a rejoint en plateau. C'est Anne-Marie Conan-Payne, la présidente de la KIDP, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Et la KIDP, bien sûr, c'est la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. On va suivre, Madame la Présidente, on va suivre ce petit élément vidéo, histoire d'annoncer notre sujet. Il est signé Didier Nguessan. Le bilan d'un exercice budgétaire, le rapport d'une activité, le procès-verbal d'une réunion. Autant de documents que tout citoyen peut consulter gratuitement dans les services publics et qui est encadré par la loi sur l'accès à l'information publique. Mais dans la pratique sur le terrain, certaines contraintes peuvent souvent entraver ce principe. Pour lever les barrières, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, organise les journées du droit d'accès à l'information publique. L'accès à l'information est un droit universel caractéristique de la démocratie que travaille à renforcer le gouvernement avec l'appui de l'UNESCO. L'information publique est un service fondamental et il est de notre devoir de nous assurer que chaque citoyen puisse y accéder facilement et en temps opportun, car c'est ainsi qu'en renforçant sa confiance avec les institutions de son pays, il pourra pleinement jouer son rôle dans le développement de sa nation. 3 jours durant, les professionnels de l'information, les organismes publics échangent les bonnes pratiques sur l'accès à l'information publique. Droit d'accès à l'information d'intérêt public à Abidjan 2024, c'est le thème de ces journées, Madame la Présidente de la KIDP. Mais on va tout d'abord définir des notions. Madame la Présidente, c'est quoi l'information et qu'est-ce qu'on entend par droit d'accès à l'information? Merci, Monsieur Diaby, de nous recevoir sur votre plateau. Pour ce qui concerne les définitions, je pense que le législateur nous a bien fixé les cadres. Alors, pour ce qui concerne donc le droit d'accès, je pense que comme cela est bien indiqué clairement, c'est le fait d'exercer ce droit, un droit de pouvoir demander n'importe quel document qualifié d'intérêt public à n'importe quel organisme public. Également, pour ce qui concerne l'information dite d'intérêt public,
Le législateur également dit toute donnée ou connaissance, quelle qu'en soit la forme, produit, reçu, détenu, transformé ou préservé par les structures publiques. Donc, les organismes publics, dans leur fonctionnement, créent, génèrent ou reçoivent des documents. Ces documents sont qualifiés de documents publics et donc tout citoyen a le droit d'accéder à ces informations. Et il faut le dire, hein, l'information ici, ce n'est pas forcément l'actualité. Ah, certainement pas. On pourrait d'ailleurs parler des données également. Au cours de ces journées, nous avons eu justement des tables rondes sur la notion de données. Et nos amis du ministère du Plan, avec le patronat, nous ont largement expliqué les enjeux liés à la donnée. Et quelles sont les parties prenantes, Madame la Présidente, les parties prenantes dans cet accès à l'information? Alors, les premières parties prenantes, ce sont les organismes publics, ceux auxquels la loi fait obligation de délivrer l'information. La loi va très loin en disant qu'ils ne doivent même pas attendre qu'on leur demande les informations. Ils doivent mettre les informations à la disposition, d'où toutes ces plateformes qui sont créées par les organismes publics pour que l'information soit accessible. Également, lorsqu'ils reçoivent une demande, ils doivent y répondre. Faciliter l'accès aux citoyens, parce que s'ils n'ont pas cette information, ils peuvent également et ils doivent orienter le citoyen. Mais peut-être revenons sur la définition de ce qu'on entend par organisme public. C'est ça. Voilà. Organisme public, c'est l'État et ses démembrements. Également, les autorités judiciaires font partie aussi des organismes publics. Et toute entreprise privée qui exerce un service public. D'accord. Et en tant que partie prenante, il y a aussi vous, non, la KIDP? Effectivement, mais avant d'arriver à la KIDP, je pense que les parties prenantes, il y a, la loi demande que soit désigné au sein de tous les organismes un responsable de l'information. Mais ceci dit, la loi dit clairement que le premier responsable est le responsable de l'application de cette loi. D'accord. Le rôle de la KIDP est de veiller à l'application de la loi telle que définie par le législateur. Donc, nous sommes les premiers partenaires de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de cette loi importante. Qui a le droit de demander une information? Tous les citoyens. Tous les citoyens. Tous les citoyens ont le droit d'accéder à l'information et de demander l'information d'intérêt public. Et ça peut être quoi? Quelles peuvent être les conséquences d'un manque d'information, Madame la Présidente? Là, vous posez une question majeure. Le rôle de l'information dans l'organisation, tout simplement, de la société. Le manque d'accès, le manque d'information fait fructifier ne serait-ce que la désinformation. Ça, c'est ce que nous avons l'habitude d'entendre. Au-dessus de la désinformation, ai-je l'habitude de dire, se trouve l'information. Donc, d'où l'enjeu pour tous les États d'organiser l'information, l'accès à l'information à leurs citoyens. Cependant, peut-être, avant d'arriver au pourquoi le droit d'accès à l'information est important, il faudrait encore que les citoyens soient informés ou aient les compétences pour aller chercher l'information qui est mise en ligne de manière proactive par les administrations. Et là, au cours de ces journées, nous avons eu des recommandations allant dans ce sens, à savoir qu'il y a une nécessité de renforcer la capacité des citoyens également à aller chercher l'information qui est déjà disponible en ligne. Et Madame, là, ça me fait vous demander, il y a malheureusement des plateformes qui ont des informations qui ne sont pas mises à jour, qui sont dépassées, qui sont erronées, ça existe aussi. Absolument. Et là aussi, je pense que la KIDP est en train de s'organiser pour non seulement appuyer les organismes publics, les sensibiliser sur la nécessité d'actualiser régulièrement les informations mises à disposition. Permettez-moi de relever que lors du panel sur la donnée, justement,
le représentant du patronat a relevé le fait qu'ils étaient en perpétuel doute sur les données qu'ils trouvaient sur les plateformes dont ils ont besoin pour entreprendre, mais qu'ils n'étaient jamais sûrs que ces données étaient juste, fiables. Et que très souvent, il se trouve que les données en ligne et les données qui vous sont communiquées ne coïncident pas. Et je pense que, justement, l'un des objectifs de ces journées, en permettant la rencontre de toutes les parties prenantes autour de ce sujet essentiel, est de trouver les mécanismes pour que nous puissions nous accorder quelle est la meilleure pratique pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information au bon moment pour pouvoir vaquer à ses occupations. Nous sommes tous producteurs d'informations au final. Absolument. Ça, c'est une autre étape laquelle nous ambitionnons d'emmener tous les citoyens. Effectivement, lorsqu'on parle d'information d'intérêt public, je pense que cela s'oppose tout de suite, pour mieux le comprendre, à l'intérêt particulier. Chaque citoyen peut être détenteur d'une information d'intérêt public. Et lorsqu'il est détenteur de cette information, il est de son devoir également de le mettre à disposition. Donnez-nous un exemple. Vous savez, l'un des moyens qui est utilisé pour pouvoir justement faciliter cet accès à l'information, ce sont les centres d'appel. Lorsqu'on ouvre un centre d'appel, bien entendu, on peut s'adresser au centre d'appel pour rechercher une information, mais également, on peut s'adresser à un centre d'appel pour pouvoir donner une information, faire un signalement, parce qu'on a constaté que dans la cité, on est citoyen, il se passe quelque chose qui pourrait compromettre le bien-être de tous les citoyens. Donc, tous les citoyens sont détenteurs de l'information publique. Pour l'instant, la loi fait obligation essentiellement aux organismes publics, mais nous espérons pouvoir arriver au stade où tout le monde va comprendre l'importance de l'information. La loi fait obligation aussi aux citoyens d'informer. On parle de non-assistance, non, à personne en danger au cas où il y a une situation comme ça qui se produisait. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Venons à présent à ces journées, Madame la Présidente de la KIDP. Pourquoi les avoir organisées? Nous avons voulu aller plus loin que la journée internationale d'accès universel à l'information décrétée tous les 28. Tous les 28. Voilà. Nous nous sommes dit que la KIDP, au vu de son rôle et de sa mission importante, parce que la mise en œuvre efficiente et efficace de cette loi relève également de notre responsabilité. Et nous nous sommes dit qu'il serait peut-être important, 10 ans après cette loi, de créer un espace pour permettre une réflexion, des réflexions, partage d'expériences, pour co-construire aussi des solutions et faire des propositions pour faire évoluer la loi ou nos pratiques. Parce qu'au fond, c'est une loi qui est au quotidien, qui doit permettre au quotidien à chaque citoyen de prendre des décisions, d'organiser sa vie, de faire des choix éclairés. Donc, c'est très, très important quand on parle de droit d'accès à l'information. En réalité, c'est des choses qui peuvent être très simples. Je dois savoir si le gouvernement a fixé le prix d'un service public. Je dois en être informé pour pouvoir y accéder dans les conditions fixées. On se souvient même que chacune de ces journées démarrait par une conférence prononcée par un universitaire de haut vol. Pourquoi ce choix? Effectivement, nous avons commencé chacune de nos journées en invitant un grand conférencier sur le sujet, parce que nous avons voulu, une fois encore, que cette question puisse être mise aussi à un niveau universitaire, parce que la loi, vous savez, a bien indexé comme bénéficiaire, je dirais, spécial, les chercheurs, comme les médias également. À eux, la loi a fait obligation que leurs requêtes soient traitées dans un délai de 15 jours. Donc, c'est une manière pour nous d'associer
les universitaires, les chercheurs, pour qu'ils aussi prennent conscience et qu'ils s'impliquent également sur toutes les solutions à trouver pour mieux répondre à leurs besoins. Et ces journées-là, ce sont les toutes premières que la KIDP organise. Vous en êtes présidente depuis 1 an. Presque jour pour jour. C'est un 28 septembre, si je ne m'abuse. Et quel est votre rêve de cette commission, Madame la Présidente, votre vision? C'est effectivement la première édition que nous mettons en place et nous espérons pouvoir rééditer cela, l'inscrire dans les événements de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais mon ambition pour la KIDP est de mettre en place une stratégie de transformation qui va être articulée déjà sur une révision des textes, parce que les textes doivent évoluer pour soutenir nos ambitions. Également, faire de la KIDP le premier partenaire du droit d'accès en Côte d'Ivoire, en mettant en place, par exemple, une boîte à outils qui va permettre à la fois à ceux qui ont l'obligation de faire droit à cette loi, de faire droit aux demandes des citoyens, et tout comme aux citoyens eux-mêmes, trouver les meilleurs moyens adaptés aussi à leurs conditions. Parce que le droit d'accès intègre la notion d'égalité d'accès. Donc nous devons imaginer le plus loin possible tous les moyens qui peuvent permettre à tous les citoyens, quel que soit leur statut, leurs moyens, d'accéder à l'information dont ils ont besoin. Quel lien justement avec la communication gouvernementale? La communication gouvernementale constitue la première matière première de l'information publique. Mieux elle est adressée, puisqu'elle est le gouvernement génère le plus d'informations à travers toutes les décisions, les programmes de gouvernement, les rapports, les enquêtes qui sont faites, l'évaluation. Donc, toute cette matière-là fait partie de l'information publique. Mais il y a aussi une réalité à prendre en compte, Madame la Présidente, de la KIDP. C'est le rapport à l'information selon nos us et coutumes, selon notre culture. Très bonne question. La cérémonie de clôture, justement, qui se tiendra demain, aura en grande conférence inaugurale le professeur Sila Akiri, qui va donc nous parler de notre culture, nos pratiques culturelles en matière de gestion de l'information. Parce que nous pensons profondément que nous devons aller explorer ce que nous sommes déjà par rapport à l'information. Dans des sociétés autant codifiées, il est important que nous comprenions, que nous soyons éclairés sur nos pratiques culturelles pour mieux adresser aujourd'hui l'accès à l'information avec des outils qu'on qualifierait de modernes. Le temps qui nous est imparti est malheureusement arrivé à son terme, alors que j'ai tellement de choses à vous demander. À quel moment on déclassifie un document en Côte d'Ivoire? Très rapidement. La loi ne l'a pas encore prévu. Et donc, avec justement tous les spécialistes, je pense que nous allons nous atteler à faire des propositions au gouvernement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Et il faut rappeler que le ministère d'État, le ministère de la fonction publique, était le ministère invité d'honneur. Absolument. Et le thème était l'information publique, premier des services. Premier des services, je vais le terminer. Quel défi et enjeu du droit d'accès à l'information et aux documents publics pour les organismes publics? Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente Anne-Marie Konampane, présidente de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Vous êtes venue à ce magazine nous parler des journées du droit d'accès à l'information publique. Merci en tout cas d'avoir pu venir. Merci beaucoup, beaucoup et à demain. Demain, on sera présent pour la clôture de ces journées du droit d'accès à l'information d'intérêt public. Merci encore. Bon retour chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve dans 72 heures exactement, mercredi à 20h.